Il y a des endroits dans l'Ouest où le vent ne fait pas que passer. Il chasse. Et dans une ville oubliée nommée Red Hollow Ridge, une femme devenue invisible était sur le point de recevoir une offre que personne d'autre n'osait lui faire. Une vie, en échange de tout ce en quoi elle croyait. Quand un éleveur silencieux est entré dans son école et a demandé une épouse. Pas l'amour ni la romance, juste la survie. Elle a pensé que c'était de la folie. Mais si dire oui la précipitait dans une guerre de terre, de sang, de trahison et une vérité enfouie plus profondément que la terre elle-même, restez avec moi, car ce n'est pas seulement l'histoire d'un mariage de convenance. C'est l'histoire de ce qui arrive quand deux vies brisées se heurtent dans le coin le plus rude du Far West. Si cette histoire vous a touché, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Partagez-la avec quelqu'un qui en a besoin. Et n'oubliez pas de liker et de vous abonner pour suivre d'autres aventures du Far West. Le vent ne se contentait pas de souffler à Red Hollow Ridge. Il chassait. Il s'engouffrait dans les interstices des planches comme une promesse de souffrance, transportant l'odeur de l'herbe mourante et le goût amer de la poussière des montagnes. Abigail Rowan se tenait devant la fenêtre déformée de l'école à classe unique, la paume pressée contre le verre. Dehors, le monde était une étude de nuances de brun et d'or épuisé. Elle regarda le dernier élève, un garçon chétif de 10 ans, disparaître à l'horizon. Son père ne l'avait même pas regardé en venant le chercher. Il avait simplement saisi l'épaule du garçon et s'était détourné, comme si reconnaître une vieille fille de 33 ans pouvait en quelque sorte contaminer son propre statut précaire dans cette colonie têtue et affamée. Invisible, murmura Abigail, son souffle embuant la vitre. C'est ce que tu es devenu, Abby. Elle se retourna vers la pièce. C'était la plus petite structure de la ville, une boîte exiguë qui sentait la poussière de craie et la fumée de bois. Pour la ville, elle était une commodité, quelque chose qu'on utilisait, mais qu'on ne voulait pas avoir. Elle était payée 75 $ par an pour enseigner l'arithmétique à des enfants qui, pour la plupart, finiraient par se briser le dos sur la même terre qui enterrait actuellement la ville sous la poussière. La porte grinça. Abigail n'avait pas entendu les bottes sur le porche. Le vent avalait généralement tous les sons, mais l'homme qui remplissait l'embrasure de sa porte semblait avaler la lumière elle-même. Il devait mesurer au moins 1,90 m, avec des épaules si larges qu'elles semblaient forcer le cadre même du bâtiment. Il portait des vêtements de travail qui avaient connu de meilleures décennies, un pantalon de toile maintenu par d'épaisses bretelles en cuir et une chemise qui avait peut-être été bleue avant que le soleil n'en efface la vie. Son visage était une carte d'angle dure et de peau abîmée par le soleil, mais ce sont ses yeux qui arrêtèrent son cœur. Ils avaient la couleur de l'eau d'un ruisseau en plein hiver, clair, froid et d'un gris obsédant. Il tenait son chapeau à deux mains, le tournant lentement. C'était un geste d'hésitation inhabituel pour un homme qui semblait passer sa vie à soumettre la terre. « Mademoiselle Rowan, dit-il. » Sa voix était rauque, comme du gravier remuant au fond d'un puits à sec. Abigail se redressa, détestant le léger tremblement de ses mains. « Puis-je vous aider? La journée d'école est terminée. Je m'appelle Caleb Vance. » Elle connaissait ce nom. Tout le monde à Ridge connaissait le ranch des Vance. C'était une immense propriété au-delà de Miller's Creek. Des milliers d'hectares de pâturage de premier choix et une maison construite en pierre et en bois qui semblait pouvoir résister à une apocalypse. Caleb Vance était le roi ermite de cette forteresse, un homme qui parlait rarement et ne s'attardait jamais en ville. « Je sais qui vous êtes, Monsieur Vance, dit-elle, sa voix retrouvant son ton d'institutrice. Il hocha la tête une fois, son regard se déplaçant vers les livres empilés sur son bureau, puis vers l'écriture soignée sur le tableau noir. « Je vais être direct, Mademoiselle Rowan. Je ne suis bon à rien d'autre. » Dehors, un volet mal fixé claqua contre le mur une fois, deux fois, puis se tut. « J'ai besoin d'une épouse, dit-il, Willopin. » Les mots restèrent suspendus dans l'air comme quelque chose de physique, de lourd et d'impossible à ignorer. Abigail sentit une bouffée de chaleur lui monter au cou. Elle ouvrit la bouche, la referma, puis réussit à articuler un « Je vous demande pardon ». « Une épouse », répéta Caleb, son expression illisible. « L'hiver s'annonce rude cette année. J'ai un ranch à gérer, du bétail à maintenir en vie et du travail qui doit être fait par quelqu'un d'autre que moi. J'ai besoin d'aide. J'ai besoin d'un partenariat. » « Un partenariat? »
La voix d'Abigail monta d'une octave. Vous ne me connaissez même pas, Monsieur Vance. Vous entrez dans mon école et parlez comme si vous vous renseigniez sur le prix d'une génisse. Caleb la regarda droit dans les yeux, sans ciller. J'en sais assez. Vous êtes instruite. Vous êtes capable. Vous enseignez ici depuis 5 ans sans une seule plainte du conseil. Je me suis renseigné. Vous êtes seul et d'après ce que j'ai compris, vous le resterez probablement si rien ne change. La franchise de ces mots était comme une gifle. C'était de la vérité, mais l'entendre à voix haute donnait l'impression d'exposer une blessure au gel. C'est une chose incroyablement impolie à dire, lança-t-elle. C'est honnête, rétorqua Caleb. Je ne vous offre pas la romance, mademoiselle Rowan. Je vous offre la survie. Vous avez des compétences dont j'ai besoin. La lecture des comptes, une main sûre. J'ai une stabilité que vous n'avez pas. La ville a déjà son opinion sur vous. Combien de temps avant que le conseil scolaire ne décide qu'il préférerait une fille plus jeune et moins chère de l'Est? Abigail sentit une torsion dans sa poitrine. Il avait vu la seule chose qu'elle craignait le plus. Sa propre obsolescence, Spikeden. Sortez, murmura-t-elle. Je vous offre un foyer, continua-t-il comme si elle n'avait pas parlé. La sécurité, le respect, celui qui vient avec le nom de Vance. C'est plus que ce que vous avez maintenant. J'ai dit sortez. Caleb remit son chapeau lentement, délibérément. Il n'avait pas l'air en colère. Il avait l'air d'un homme qui avait fait une offre juste et qui était prêt à attendre que le marché tourne. Je vous donne 3 jours pour y réfléchir, dit-il en reculant sur le seuil. Après ça, l'offre ne tiendra plus. Je dois faire des provisions avant la première neige, et je dois savoir si j'achète pour 1 ou 2 personnes. Il marqua une pause, regardant par-dessus son épaule. Pour ce que ça vaut, je ne suis pas un homme méchant. Je travaille dur. Je ne bois pas plus que je ne devrais, et je n'ai jamais levé la main sur quoi que ce soit qui ne le méritait pas. Vous devriez peut-être vous demander si votre fierté vaut plus qu'une maison chaude et un estomac plein. Puis il disparut. La porte resta ouverte, et l'air froid d'octobre s'engouffra, apportant l'odeur de la poussière et le silence solitaire et retentissant de la prairie. Abigail resta figée, les mains tremblantes. Elle attrapa le livre le plus proche, une lourde grammaire latine, et le lança contre la porte. « Salaud !» cria-t-elle dans le vent. Mais alors que les échos s'éteignaient, une voix plus calme et plus froide au fond de son esprit murmura la vérité qu'elle détestait de plus. Il a raison. Les 3 jours qu'Abigail passa à la pension furent une mort lente et suffocante, causée par 1000 murmures. Madame Talbot avait cessé de lui servir le talon de pain supplémentaire au petit déjeuner, et M. Green, l'ivrogne attitré de la ville, avait pris l'habitude de s'appuyer contre la clôture de l'école, la regardant avec un sourire prédateur et apitoyé. Le conseil scolaire avait déjà envoyé une lettre, non pas un avis de licenciement, mais une demande sur ses intentions à long terme, un avertissement à peine voilé qu'une femme de son âge, non mariée et sans attache, était un handicap pour le tissu moral de la ville. Ainsi, lorsque l'aube du 3e jour se leva, grise et lourde de l'odeur de la neige imminente, Abigail n'attendit pas que Caleb Vance frappe à sa porte. Elle se tenait sur le porche de la pension avec son unique mâle, son meilleur char de laine serré autour de ses épaules. Caleb arriva exactement comme il l'avait dit. Il conduisait un solide chariot attelé à 2 énormes chevaux de trait qui semblaient aussi immuables que les montagnes d'où il venait. Il ne la salua pas. Il descendit simplement, les planches du porche gémissant sous son poids, et hissa sa malle comme si elle était remplie de plumes plutôt que d'une vie de livres et de souvenirs. « Vous êtes sûr ?» demanda-t-il, sa voix un grondement sourd qui vibra dans la poitrine d'Abigail. « Je suis sûr de l'alternative, Monsieur Vance, répondit-elle, le menton haut, et l'alternative est une lente inanition de l'âme. Allons-y. » Le trajet jusqu'au ranch des Vance fut une leçon sur l'immensité de l'Ouest américain. Red Hollow Ridge se réduisit à un amas de maisons de poupées, et bientôt il n'y eut plus que l'ambre ondoyant des hautes plaines et les dents déchiquetées et enneigées des rocheuses à l'ouest. Caleb ne parlait pas. Il conduisait avec une concentration terrifiante, ses mains calleuses et cicatrisées, tenant les rênes avec une douceur qui contredisait sa taille. Quand le ranch apparut enfin, Abigail eut le souffle coupé. Ce n'était pas une cabane ou une masure en terre. C'était une forteresse de pierre et de cèdres lourds, nichée dans une vallée où un ruisseau serpentait à travers des bosquets de peupliers dorés. Cela semblait permanent. Cela semblait sûr. « C'est ici, dit Caleb en désignant la maison.
Mon père a construit les fondations. J'ai terminé le reste. Il la fit entrer et l'air changea. La maison était propre, mais c'était la propreté d'une caserne utilitaire, froide et dépourvue de touches féminines. Il la conduisit à sa chambre, sur le côté gauche de la maison. À sa grande surprise, une solide serrure en fer venait d'être installée sur la porte. « Vous avez la clé », dit-il en regardant le sol. « Je suis un homme de parole, Abigail. C'est un partenariat. Votre espace est le vôtre. » Ce soir-là, le silence du ranch semblait plus lourd que le silence de l'école. Caleb était assis en face d'elle à la table de la cuisine, mangeant le porc salé et les haricots qu'elle avait préparés, avec une efficacité qui frisait le mécanique. « J'ai des questions, Caleb, dit-elle, utilisant son prénom pour la première fois. C'était comme une étincelle dans une pièce sombre. Il leva les yeux, son regard d'eau de ruisseau sur ses gardes. « Demandez. Vous avez dit que vous aviez besoin d'une femme instruite pour les comptes. Mais vous avez géré cet endroit seul pendant 7 ans. Pourquoi maintenant? » La mâchoire de Caleb se crispa. Il plongea la main dans la poche de son manteau de toile et en sortit une enveloppe froissée d'aspect officiel. Il la fit glisser sur la table vers elle. Ses doigts s'attardèrent sur le papier, une tension étrange et vulnérable dans ses épaules. « Lisez, » marmonna-t-il. Abigail ouvrit la lettre. Elle provenait du bureau foncier de Bitter Creek, un avis formel d'enquête de saisie concernant un prêt secondaire. Le langage était dense, rempli de jargon juridique et de clauses prédatrices. « Ils disent que je dois de l'argent. »« Je ne me souviens pas d'avoir emprunté, » dit Caleb, sa voix tombant à un murmure. « Ils en ont envoyé 3 comme ça. Je peux déchiffrer les chiffres. Je peux voir le nom Vance, mais le reste des mots. » Il s'arrêta, une profonde rougeur de honte montant sur son cou buriné. Abigail regarda la lettre, puis l'homme qui mesurait d'1,90 m et pouvait terrasser un taureau. Le roi de la Crète était pratiquement analphabète. Il ne cherchait pas seulement une cuisinière ou une compagne. Il cherchait un bouclier. Il était pourchassé par des hommes armés de stylos, car il ne savait combattre que les hommes armés de fusils. « Vous ne pouvez pas lire ceci, n'est-ce pas? » demanda-t-elle doucement. Caleb se leva brusquement, sa chaise grinçant contre le sol. « Je peux lire la terre, je peux lire une tempête. Mais les marques que les hommes font sur le papier pour se voler les uns les autres? Non, je n'ai jamais eu le temps d'apprendre et mon père, il ravala ce qu'il allait dire sur Thomas Vance. « Allez-vous m'aider, Abigail, ou le marché est-il rompu maintenant que vous savez que vous avez épousé un imbécile? » Abigail se leva aussi, contournant la table jusqu'à ce qu'elle soit assez proche pour sentir l'odeur de pain et de fer sur lui. Un imbécile n'aurait pas su demander de l'aide. « Caleb, je suis la fille d'un avocat. Je suis né pour lire les pièges que les hommes tendent avec de l'encre. Asseyez-vous. Nous avons du travail. Si le premier jour était une question de survie, le second était une question d'excavation. » Abigail avait réclamé la petite pièce à côté de la cuisine comme son bureau. Caleb y avait installé un lourd bureau en chêne, son visage un masque de gratitude silencieuse, alors qu'il la regardait organiser ses plumes, ses encriers et les piles de parchemins qu'elle avait apportées de la ville. « Je serai avec le troupeau, » avait dit Caleb ce matin-là, s'attardant sur le seuil. « Marcus, mon contremaître, sera là si vous avez besoin d'eau ou de bois. Ne dépassez pas le ruisseau seul. Les hommes de Crow ont été vus près de la limite. Tout ira bien, Caleb. Allez-y. » Laissée seule, Abigail commença la tâche monumentale de trier les archives du ranch des Vance. Caleb avait gardé ses papiers dans une vieille sacoche de sel en cuir cachée sous son lit. C'était un désordre chaotique de reçus, de décomptes manuscrits de ventes de bétail et d'autres de ces terrifiantes enveloppes jaunes du bureau foncier. Pendant qu'elle travaillait, la fille d'avocat en elle prit le dessus. Elle créa un registre à partie double, son écriture fine, penchée et élégante, contrastant vivement avec les papiers rugueux et graissés que Caleb avait fournis. Mais en s'enfonçant dans les archives d'il y a 7 ans, l'année de la mort du père de Caleb, Thomas, les chiffres cessèrent d'avoir un sens. Thomas Vance avait été une légende sur le territoire, un homme qui avait taillé un royaume à partir de rien. Mais le registre racontait une histoire différente. Abigail trouva une série de reconnaissances de dettes, toutes signées d'une main tremblante et frénétique qui n'était pas celle de Caleb. Ce n'était pas pour du bétail ou des semences, c'était des reconnaissances personnelles. 50 $ par-ci, 50. 200 par là, toutes libellées au nom d'un certain Crow.
Elle sentit un frisson qui n'avait rien à voir avec le vent d'octobre. Elle commença à creuser les dates avec les ventes de bétail du ranch. Chaque fois que le ranch réalisait un profit, un paiement de dette correspondant était envoyé à Crow. À midi, Abigail avait atteint le fond de la sacoche de sel. Là, cachée dans un rabat secret, elle trouva un dernier document dévastateur. C'était un acte de fiducie daté de quelques semaines seulement avant la mort de Thomas Vance. Thomas Vance n'avait pas seulement été un joueur, il avait parié la terre même sur laquelle la maison était bâtie. Le ranch n'était pas la forteresse stable que Caleb croyait. C'était un château de cartes construit sur une montagne de dettes que Silas Crow se préparait maintenant à faire effondrer. Le roi de la crête se tenait sur une trappe et la corde était dans la main de son voisin. Caleb revint au crépuscule, le visage couvert de poussière et d'épuisement. Il trouva Abigail assise dans le bureau, la lampe éteinte, regardant la vallée qui s'assombrissait. « Vous avez trouvé quelque chose, dit-il, pas une question, mais une lourde prise de conscience. » Abigail tourna le registre ouvert sur ses genoux. « Caleb, pourquoi votre père est-il mort? » Il se raidit, ses mains se crispant sur ses flancs. « Je vous l'ai dit, un accident de cheval. Pourquoi? Parce que ces papiers, ils ne montrent pas un homme qui construit un héritage. Ils montrent un homme qui perd la tête ou son âme à une table de jeu. » Silas Crow n'a pas seulement commencé un conflit de voisinage. Caleb, il draine ce ranch depuis des années. Il pense que le ranch des Vance lui appartient parce que, selon ces papiers que votre père a signés, c'est le cas. Caleb entra dans la petite pièce, sa présence devenant soudainement suffocante. Il regarda le registre, les élégantes rangées de chiffres qui annonçaient sa ruine. « Il m'a dit que c'était un prêt pour l'hiver de 58, » murmura Caleb, sa voix se brisant. « Il m'a dit qu'il nous aidait à rester à flot. » Il vous noyait, Caleb, lentement, pour pouvoir prendre toute la vallée sans tirer un seul coup de feu. Caleb frappa du poing contre le cadre de la porte, le son résonnant comme un coup de feu dans la petite pièce. « Je vais le tuer. Je vais y aller ce soir et vous serez pendu, » l'interrompit Abigail, sa voix vive et autoritaire. Elle se leva, sa petite taille contrastant avec sa fureur menaçante. « Est-ce que ce que vous voulez? Lui laisser ce ranch et me laisser veuve avec rien d'autre qu'une maison en pierre que je ne peux pas défendre. » Caleb s'arrêta, la poitrine haletante. Il la regarda et pendant une seconde fugace, Abigail vit un éclair du garçon solitaire qui avait été laissé avec une dette qu'il ne pouvait pas lire et un nom qu'il ne pouvait pas protéger. « Que faisons-nous, Abigail? » demanda-t-il, la voix rauque. « C'est vous qui avez l'éducation. C'est vous le partenaire. Dites-moi. » Abigail prit sa plume. Elle la sentit comme une arme dans sa main. « Nous ne nous battons pas avec des fusils, Caleb. Pas encore. Nous nous battons avec la loi. Nous trouvons le transfert original. Nous trouvons les témoins de ces parties de cartes. Et nous découvrons exactement ce qui est arrivé à votre père. » Elle tendit la main, ses doigts effleurant timidement sa manche. « Vous m'avez donné un foyer, Caleb. Je ne laisserai pas un homme comme Silas Crow nous l'enlever. » Caleb baissa les yeux sur sa main, puis dans ses yeux. L'accord avait été la survie. C'était une transaction froide. Mais alors que le feu dans le poêle de la cuisine vacillait, projetant de longues ombres dansantes sur le mur, le regard que Caleb lui lança n'était pas celui d'un éleveur regardant une institutrice. C'était un homme regardant une sauveuse. « Je ferai tout ce que vous direz, Abigail, » murmura-t-il. « Ne me lâchez pas. » L'air du matin avait un goût de fer et de gel imminent. Abigail se réveilla avant le soleil, le froid des hauts plateaux du Montana s'infiltrant à travers les murs de pierre de la maison de ranch. Elle ne resta pas au lit. Les découvertes de la nuit précédente, les reconnaissances de jeu, les prédateurs, l'ombre de Silas Crow, pesaient sur sa poitrine comme un poids physique. Dans la cuisine, elle trouva Caleb déjà réveillé. Il était assis à sa table, une seule lampe projetant de longues ombres déchiquetées sur son visage. Il nettoyait sa Winchester, le cliquetis rythmique des pièces métalliques étant le seul son dans la pièce. Il ne leva pas les yeux quand elle entra, mais ses épaules se tendirent, reconnaissant sa présence. « Vous allez au ruisseau, dit-elle, non pas comme une question, mais comme une affirmation. »« Je vais vérifier les clôtures, » répondit Caleb, sa voix un grondement sourd et dangereux. « Les hommes de Crow ont été vus près de North Bend la nuit dernière. Ils déplacent encore les bornes. Je viens avec vous. » Caleb leva enfin les yeux. Ses yeux étaient injectés de sang.
Le gris de l'eau du ruisseau était devenu sombre et turbulent. Non, c'est une chevauchée de 5 miles, et ce ne sera pas une conversation polie si nous les trouvons. Restez ici avec Marcus. Marcus est un contremaître, Caleb, pas un avocat. Et en ce moment, vous êtes poursuivi en justice, pas chassé. Si vous y allez et que vous déclenchez une fusillade pour un poteau de clôture, vous perdrez le ranch au profit du territoire avant le coucher du soleil. Abigail se dirigea vers le poêle, ses mouvements vifs et déterminés. Je sais monter à cheval et je sais parler le langage des hommes qui veulent vous prendre cette maison. Je suis le partenaire pour lequel vous avez payé. Ne laissez pas votre meilleure arme derrière vous. Caleb la fixa longuement. Il regarda sa petite silhouette, puis la lumière féroce et inébranlable dans ses yeux. Il laissa échapper un souffle rauque et vaincu et referma le levier du fusil. « Habillez-vous chaudement, grommela-t-il. Le vent au ruisseau se fiche de votre éducation. » La chevauchée jusqu'à Miller's Creek les mena à travers les bois fantômes, un bosquet de trembles à l'écorce argentée qui avait été calciné par un incendie des années auparavant. Les troncs blancs se dressaient comme des doigts squelettiques contre le ciel gris. Abigail montait Rosie, une douce jument baie, gardant le pas avec l'énorme étalon noir de Caleb. Midnight. Caleb était différent en selle. Il bougeait comme s'il faisait partie du cheval, son regard balayant constamment l'horizon, sa main jamais loin du fourreau. À l'approche du ruisseau, le paysage devint accidenté. Miller's Creek n'était guère plus qu'un filet d'eau à cette époque de l'année, mais il creusait une profonde cicatrice rocheuse entre les terres des Vance et celles des Crows. Ils trouvèrent les fantômes avant d'atteindre l'aune. 3 hommes enfonçaient un poteau de cèdre dans la terre meuble du côté des Vance. Derrière eux, une voiture était à l'arrêt, une berline noire et polie qui semblait totalement déplacée dans la boue et les broussailles. Caleb ne ralentit pas. Il épéronna Midnight au galop, les sabots du cheval soulevant des nuages de poussière. Abigail suivit, son cœur battant contre ses côtes comme un oiseau pris au piège. « Éloignez-vous du poteau !» rugit Caleb alors qu'il s'arrêtait en dérapant. Son fusil était sorti du fourreau, tenu en travers de sa selle, mais pas encore pointé. Les ouvriers se figèrent. L'un d'eux, un homme avec une cicatrice en zigzag sur le nez, cracha dans la poussière. « On ne fait que suivre les ordres, Vance. C'est la terre des Crows selon le nouveau relevé. » « Je me fiche d'un relevé falsifié, » gronda Caleb. « Traversez cette eau maintenant ou vous serez enterré dessous. » La portière de la voiture noire s'ouvrit. Silas Crow en sortit. Il était l'opposé polaire de Caleb. Là où Caleb n'était que muscles bruts et peau brûlée par le soleil, Silas était mince, bien habillé et méticuleusement soigné. Il portait un costume de laine anthracite, une cravate en soie et un chapeau qui coûtait plus que le salaire annuel d'Abigail. Ses yeux étaient sombres, presque noirs, et ils brillaient d'une froide malice intellectuelle. « La violence, Caleb, vraiment ?» dit Silas, sa voix douce et cultivée, faisant écho aux aristocrates de Philadelphie qu'Abigail avait fui. C'est si prévisible, si primitif. Silas tourna son regard vers Abigail, levant son chapeau avec une fioriture. « Et qui est-ce? Ne me dites pas que l'ermite de Miller's Creek a enfin engagé une gouvernante. Ou est-ce la légendaire épouse dont j'ai entendu parler en ville? »« Je suis Abigail Vance, dit-elle, sa voix résonnant sur la rive rocheuse. Elle poussa Rosie en avant jusqu'à ce qu'elle soit au niveau de Caleb. « Et j'ai examiné les reconnaissances de dette que vous utilisez pour harceler ce ranch, Monsieur Crow. Je serai très prudente à votre place. Le prêt prédateur et la fraude documentaire sont des délits passibles de la pendaison sur ce territoire si le bon juge entend l'affaire. » Le sourire de Silas ne faiblit pas, mais ses yeux se rétrécirent. Une institutrice avec un livre de droit. Comme c'est charmant. Mais j'ai bien peur que vous ne lisiez pas les bons chapitres, ma chère. Il s'approcha du ruisseau, ses bottes claquant sur les pierres. Il leva les yeux vers Caleb, son expression passant de l'amusement à quelque chose de bien plus viscéral, un ressentiment profond et bouillonnant. « Tu te crois si juste, Caleb, assis sur cette colline à jouer au roi de la vallée. Tu penses que cette terre t'appartient de droit divin, par le sang? » Silas rit, un son sec et creux. « Eh bien, tu as raison sur une chose. C'est une question de sang. » Caleb pointa le fusil. « Sors de ma terre, Silas. Je ne te le dirai pas une deuxième fois. »« Ta terre? » Silas écarta les bras. « Caleb, tu ne sais même pas qui tu es. Tu penses que ton père, Thomas, était un saint qui a construit cet endroit pour son fils en or.
Thomas Vance était un homme qui ne pouvait pas garder son pantalon fermé ni ses mains loin d'un jeu de cartes. Silas plongea la main dans son gilet et en sortit une petite photographie déchirée, encadrée d'argent. Il la brandit, bien que la distance fût trop grande pour qu'il puisse voir clairement. Ma mère était la fille qui travaillait dans les cuisines du saloon de Ridge il y a 25 ans, dit Silas, sa voix tombant à un sifflement bas et venimeux. Thomas Vance ne l'a pas seulement laissé avec le cœur brisé, il l'a laissé avec moi. Et puis il l'a payé avec une poignée de pièces pour qu'elle se taise afin qu'il puisse garder sa vie respectable ici. Le monde sembla se taire. Même le vent cessa de hurler. Abigail sentit un frisson de terreur. Elle regarda Caleb, dont le visage était devenu d'une pâleur mortelle sous son bronzage. « Tu m'aimes, » murmura Caleb. « Vraiment? » Silas plongea la main dans sa poche et en sortit un morceau de parchemin plié. Il ne le lança pas. Il traversa le ruisseau peu profond, ses bottes coûteuses trempant dans l'eau glacée, et le tendit à Caleb. C'est une lettre de reconnaissance signée par Thomas Vance et attestée par l'ancien médecin de la ville. Il m'a reconnu comme sa chair et son sang. Il a promis à ma mère une partie de ce ranch en héritage. Et comme il est mort sans testament, cher frère, je ne suis pas un créancier. Je suis un héritier. Et je suis ici pour réclamer ma moitié. Caleb fixa le papier, les lettres se brouillant devant ses yeux, des lettres qu'il ne pouvait pas lire, mais dont il sentait le pouvoir comme un coup physique. Le canon du fusil vacilla. « Frère », Caleb étouffa le mot comme s'il s'agissait de poison. « J'ai passé 20 ans à te regarder vivre ma vie, » dit Silas, ses yeux brûlants d'une haine accumulée toute une vie. « Je t'ai regardé monter les meilleurs chevaux, manger la meilleure viande et porter le nom de Vance pendant que j'étais le batteur dans la boue. Je n'ai pas seulement acheté ces reconnaissances de dette pour te ruiner, Caleb. Je les ai achetées pour reprendre ce qui m'a été volé à la naissance. Je vais prendre cette maison. Je vais prendre le bétail, et puis je te regarderai ramper jusqu'à la terre d'où tu viens. » Silas se tourna vers ses hommes. « Finissez le poteau. Si M. Vance tire avec ce fusil, le Marshal Whitaker l'aura au bout d'une corde avant l'aube pour avoir assassiné son propre parent. » Silas se retourna et retourna à sa voiture, laissant la révélation derrière lui comme une bombe à retardement. Le retour au ranch fut un cauchemar de silence. Caleb ne regardait pas Abigail. Il ne regardait pas la route. Il chevauchait avec une posture affaissée qu'elle n'avait jamais vue auparavant, un homme qui avait été vidé de l'intérieur. Quand ils atteignirent la grange, Caleb descendit de cheval et commença à déceler Midnight avec des mouvements frénétiques et saccadés. Il jeta la lourde selle en cuir contre le mur, le son résonnant comme un coup de tonnerre. « Caleb, arrête !» dit Abigail, entrant dans la pénombre de la grange. « C'est mon frère » dit Caleb en se tournant vers elle. Ses yeux étaient fous. Ce serpent, ce monstre, il a le sang de mon père en lui. Toutes ces années, j'ai cru protéger l'honneur de mon père. Et pendant tout ce temps, je protégeais un mensonge. Il attrapa une fourche et la lança à travers la grange. Je ne suis rien. Ce ranch est un mensonge. Je ne suis que le fils d'un joueur et d'un tricheur. Abigail ne s'y a pas. Elle marcha droit dans son espace, ses petites mains s'avançant pour saisir ses avant-bras massifs et tremblants. « Regarde-moi, Caleb Vance. » Il baissa les yeux vers elle, sa respiration haletante. « Tu es l'homme qui a terminé cette maison, » dit-elle, sa voix dure comme le silex. « Tu es l'homme qui est resté quand les hivers étaient maigres et que le bétail mourait. Thomas Vance a peut-être engendré Silas Crow, mais il n'a pas construit ce ranch seul. C'est toi qui l'as fait. Le sang ne fait pas un foyer, Caleb. La sueur, si. La loyauté, si. Il a ce papier, Abigail. Il est un héritier. Il prétend être un héritier, corrigea Abigail. Une lettre de reconnaissance n'est pas un acte de propriété. Et même s'il est ton frère, il a passé sa vie à essayer de te détruire. Cela fait de lui un ennemi, pas une famille. Elle resserra sa prise sur ses bras, sentant le muscle dur comme la pierre sous la toile. Nous retournons à ce bureau. Nous allons trouver chaque faille, chaque défaut dans son histoire. Silas Crow pense qu'il a gagné parce qu'il est raffiné. Il pense que son éducation le rend supérieur. Mais il a oublié une chose. Caleb déglutit difficilement. Quoi? Il a oublié qu'il se bat contre une femme qui n'a plus rien à perdre et un homme qui a tout à protéger. Caleb la regarda et pour la première fois depuis le ruisseau, l'obscurité dans ses yeux vacilla. Il tendit la main,
sa grande main cailleuse effleurant une mèche de cheveux rebelles de son visage. Son contact était si léger, si hésitant qu'il coupa le souffle d'Abigail. « Pourquoi? » murmura-t-il. « Pourquoi fais-tu ça pour moi? Tu aurais pu prendre la voiture pour la gare. Tu aurais pu partir à la minute où tu as vu la dette. » Abigail ne se recula pas. Elle se pencha vers son contact, son cœur battant pour une raison très différente maintenant. « Parce que tu avais raison, Caleb. J'avais besoin d'un foyer. Mais je n'ai réalisé qu'aujourd'hui qu'un foyer n'est pas seulement un toit. C'est la personne qui se tient en dessous avec toi. » L'air dans la grange s'épaissit de choses non dites. La main de Caleb passa de ses cheveux à sa joue, son pouce traçant la ligne de sa mâchoire. Il la regarda comme si elle était la seule chose solide dans un monde fait de fumée. « Abigail, souffla-t-il. » Mais avant que le moment ne puisse se rompre, un cri frénétique vint de la cour. « Patron, patron, venez vite. Le pâturage nord est en feu. » Le charme se brisa. Caleb redevint l'éleveur, son visage se durcissant en un masque de commandement. Il attrapa son fusil et courut vers la porte. Abigail suivit, son esprit déjà de retour à la guerre. Silas Crow n'avait pas seulement apporté une révélation au ruisseau, il avait apporté une torche. Le ciel au-dessus du ranch des Vance n'était plus gris. Il était d'un violet coléreux, tourbillonnant et meurtri, étouffé par les épaisses colonnes de fumée grasse s'élevant du pâturage nord. L'incendie n'était pas d'origine naturelle. Les hautes plaines étaient sèches, mais la façon dont les flammes léchaient la crête en une ligne parfaite et affamée parlait de kérosène et d'une allumette bien placée. Abigail ne resta pas dans la maison. Pendant que Caleb et Marcus galvanisaient les hommes, elle déchira de vieux draps pour faire des bandages et remplit d'eau tous les seaux qu'elle put trouver à la pompe. Ses poumons brûlaient de l'odeur âcre de la sauge carbonisée, et ses yeux piquaient, mais elle travaillait avec une énergie frénétique et concentrée. Elle n'était plus l'institutrice de la crête. Elle était la femme de cette maison. Et la maison était assiégée. Au moment où le feu fut repoussé dans la terre, le soleil était une braise mourante à l'horizon. Le pâturage nord était un cimetière noirci. 10 têtes de bétail gisaient mortes, leurs carcasses gonflées et sentant le poil roussi, et des kilomètres de clôtures de cèdre coûteuses avaient été réduits en cendres. Caleb retourna dans la cour sur Midnight, le cheval et l'homme couverts d'une épaisse couche de suie. Ses yeux étaient injectés de sang, son visage un masque d'épuisement et de fureur silencieuse et vibrante. Il descendit de cheval, ses jambes manquant de flancher, et Abigail fut là avant qu'il ne puisse tomber. « Caleb » souffla-t-elle en lui attrapant le bras. Il ne parla pas. Il la laissa le conduire dans la cuisine, ses lourdes bottes traînant sur le sol. Il s'assit à la table, la même table où ils avaient partagé leur contrat froid quelques semaines auparavant, et fixa ses mains. Elles étaient couvertes d'ampoules et à vif, la peau pelant là où il avait combattu les flammes avec rien d'autre qu'un sac de jute humide. « Marcus s'occupe des hommes, » dit Abigail, sa voix douce mais ferme. « J'ai fait un liniment de saindoux et de lavande. Ça aidera pour les piqûres. » Elle commença à laver la suie de son visage avec un chiffon chaud. Pendant qu'elle travaillait, le silence entre eux s'alourdit. La révélation au ruisseau, l'affirmation que Silas Crow était le demi-frère de Caleb, flottait dans l'air comme la fumée à l'extérieur. « C'est lui, » murmura Caleb, sa voix se brisant comme du bois sec. « Il tue ma terre pour prouver qu'il est celui qui la mérite. S'il est le fils de mon père, Abigail, alors le même sang qui est dans ses mains est dans les miennes. »« Non, » dit Abigail, sa main lui prenant la mâchoire, le forçant à la regarder. « Le sang n'est que du sel et du fer, Caleb. Il ne choisit pas qui tu es. Silas Crow a choisi d'être un monstre. Tu as choisi d'être l'homme qui est resté et s'est battu pour cette vallée. Ne lui donne pas la satisfaction de penser que vous êtes les mêmes. » Caleb se pencha vers son contact, un long souffle frissonnant s'échappant de lui. Pendant un instant, l'éleveur robuste disparut, ne laissant qu'un homme qui avait été poussé à sa limite absolue. Il leva la main, ses doigts carbonisés et bandés couvrant les siens. « Je ne sais pas ce que je ferais sans toi, Abby, » souffla-t-il. L'utilisation de son surnom, prononcé avec une telle vulnérabilité brute, fit sauter un battement au cœur d'Abigail. La lente tension qui couvait entre eux depuis l'école atteignit son paroxysme. Dans la faible lumière de la lampe, la distance entre eux semblait inexistante. Mais avant que le moment ne puisse culminer, le bruit de pas lourds sur le porche les sépara. C'était Marcus. Il avait l'air plus vieux, son visage buriné tiré par l'inquiétude. «
Patron, les hommes sont effrayés. Riley a disparu. Il a dit qu'il allait vérifier la source est pendant l'incendie, mais il n'est pas revenu. Caleb se redressa, l'épuisement momentanément remplacé par la suspicion. Riley, il est avec nous depuis 6 mois. Il connaît les sources mieux que quiconque. Quelque chose ne va pas, Caleb, dit Abigail, son esprit déjà en ébullition. Elle se souvint de l'incendie, de la façon dont il avait commencé dans la seule zone que Riley avait été chargé de patrouiller plus tôt ce matin-là. Pendant que je soignais les brûlures mineures des hommes dans le dortoir, j'ai remarqué que l'équipement de Riley avait disparu. Sa malle était vide. Le visage de Caleb devint dur comme le silex. C'était un infiltré. « Attendez, dit Abigail, un souvenir lui revenant. Le registre. Quand je regardais les reconnaissances de dette que Silas Crow détenait, il y avait un nom qui revenait sans cesse comme témoin des signatures. R. Miller, Caleb cligna des yeux. Le nom de famille de Riley est Miller. Riley n'était pas seulement un employé de ranch mécontent, c'était l'homme de Silas Crow, placé sur le ranch des Vance des mois avant même que Caleb n'entre dans l'école. C'était lui qui avait murmuré sur les conflits de voisinage en ville, celui qui avait saboté les clôtures et celui qui avait probablement mis le feu au pâturage nord. « Je vais le poursuivre, dit Caleb en attrapant sa ceinture d'armes. « Non, rétorqua Abigail, tenant bon, c'est exactement ce que Silas veut. Il veut que vous quittiez le ranch, que vous chassiez des ombres dans le noir pendant que ses avocats s'emparent de la maison. Les Marshall Whittaker viennent demain, Caleb. Si nous pouvons prouver que Riley travaillait pour Silas, nous ne gagnons pas seulement la terre. Nous mettons Silas dans une cellule de prison pour incendie criminel. » Caleb regarda la fenêtre noircie, puis Abigail. L'envie de chasser était inscrite sur chaque ligne de son corps, mais la confiance qu'il avait commencé à lui accorder était plus forte. « Très bien, cracha-t-il, mais si ce serpent montre son visage sur ce porche, loi ou pas loi, j'en finis avec lui. » Cette nuit-là, Abigail ne put dormir. La maison semblait agitée, les gémissements du bois qui se tassaient ressemblant à des murmures. Elle était assise dans son bureau, la lampe brûlant bas, ses yeux parcourant à nouveau les documents. Elle cherchait quelque chose, n'importe quoi qu'il y ait Riley Miller et Silas Crow par écrit. Elle se mit à relire les lettres personnelles de Thomas Vance. Parmi les dettes de jeu et les excuses à ses maîtresses, elle trouva une petite enveloppe banale adressée à un cabinet d'avocats de Denver. Elle l'ouvrit. À l'intérieur se trouvait un chèque annulé libellé au nom d'une agence de détectives privée. Thomas Vance n'avait pas été aussi inconscient que Caleb le pensait. Thomas avait soupçonné quelqu'un d'essayer de le piéger pour une dette qu'il n'avait pas contractée des années auparavant. Mais alors qu'Abigail attrapait une nouvelle feuille de papier pour prendre une note, elle entendit un plancher grincer dans la cuisine. Ce n'était pas le pas lourd et rythmique de Caleb. C'était léger, hésitant. Elle souffla la lampe et se glissa jusqu'à la porte, son cœur battant la chamade. Au clair de lune filtrant par la fenêtre de la cuisine, elle vit une silhouette blottie près du poêle. C'était le jeune garçon, Slim, le plus jeune des employés du ranch, à peine 17 ans. Il fouillait dans la boîte à pain, ses mouvements frénétiques. « Slim !» murmura Abigail. Le garçon sursauta, manquant de renverser une chaise. « Mademoiselle Rowan, j'avais juste faim. » Abigail entra dans la lumière. « Tu trembles, mon garçon, et tu as un sac sur le dos. Tu pars. » Slim éclata en sanglots, s'effondrant sur une chaise. « Je ne peux pas rester, madame. Riley. Il a dit que si je ne l'aidais pas, Silas Crow s'en prendrait à ma famille en ville. Il m'a fait laisser la barrière ouverte pour les wagons de kérosène. Je ne voulais pas. Je le jure. » Abigail sentit une vague de pitié, mais aussi une colère vive et clarifiante. Silas Crow n'avait pas seulement utilisé un espion. Il avait corrompu un enfant. Où est Riley maintenant, Slim? Dis-moi la vérité, et je te promets que M. Vance ne laissera personne faire de mal à ta famille. Slim leva les yeux, ses yeux écarquillés de terreur. Il est à l'ancienne cabane de ligne près de Miller's Creek. Il y rencontre Silas à minuit pour recevoir sa paie et les actes de propriété que Riley a volés dans la chambre du patron. Le sang d'Abigail se glaça. Les actes de propriété, la concession originale du territoire qui prouvait que la famille Vance possédait la vallée. Caleb avait pensé qu'ils étaient en sécurité sous le plancher, mais Riley les avait trouvés. Elle ne réveilla pas Caleb. S'il l'avait su, il serait tombé dans une embuscade et ne serait jamais revenu. Elle attrapa son châle et son petit derringer à poignée d'ivoire,
un cadeau de son père qu'elle avait espéré ne jamais utiliser. Elle alla à la grange, sella Rosie dans le noir et chevaucha vers le ruisseau. Elle n'était plus seulement une partenaire, elle était la défenseur de l'héritage des Vance, et elle allait récupérer ses papiers ou mourir en essayant. La lumière argentée d'une lune décroissante était une alliée trompeuse. Elle projetait de longues ombres déformées sur les broussailles, transformant chaque genévrier tordu en un tireur embusqué. Abigail chevauchait Rosie avec une prière frénétique et silencieuse sur les lèvres. Elle n'était pas un lâche. La vie lui avait enlevé ce luxe il y a longtemps. Mais alors que la température chutait et que le vent se mettait à hurler avec une nouvelle ardeur prédatrice, elle réalisa l'ampleur de son pari. La cabane de ligne était une structure voûtée et misérable de pain pourri et de pierres jointoyées à la boue, nichée dans un canyon aveugle près du ruisseau. En approchant, elle vit le scintillement d'un feu à travers les fentes des volets. 2 chevaux étaient attachés à la barre à l'extérieur, le coûteux cheval noir de Silas Crowe et le robuste Alazan de Riley Miller. Abigail descendit de cheval à une centaine de mètres, ses bottes craquant doucement sur la terre durcie par le gel. Elle sortit son Derringer à poignée d'ivoire, le métal mordant de froid contre sa paume. C'était une petite arme destinée à la sacoche d'une dame, pas à une guerre de territoire, mais c'était tout ce qu'elle avait. Elle rampa vers la cabane, l'odeur de tabac, bon marché et de fumée de bois remplissant ses poumons. Pressée contre le mur de bois brut, elle colla son oreille à une fente dans le jointoiement. « Je te l'ai dit, Crow, ce n'était pas facile », siffla la voix de Riley de l'intérieur. Vance dort les yeux ouverts. J'ai dû attendre que l'incendie distrait tout le ranch pour passer sous le plancher. Et tu es sûr que c'est la concession originale? La voix de Silas était douce, même au milieu d'une cabane en pleine nature, signée par le gouverneur du territoire lui-même. Sans ça, Caleb Vance n'est qu'un squatteur sur des terres gouvernementales. Il n'aura aucune chance quand le juge arrivera. Le cœur d'Abigail battait contre ses côtes. Elle se dirigea vers la fenêtre, regardant à travers une fente dans les volets. Là, sur une table en bois marquée de cicatrices, se trouvait le lourd parchemin. L'acte, l'âme du ranch des Vance. Elle ne réfléchit pas. Elle ne pouvait pas se le permettre. Elle savait que Caleb se réveillerait bientôt, ou peut-être que Slim perdrait son sang-froid et dirait la vérité. Quoi qu'il en soit, le temps était un luxe qu'elle n'avait pas. Elle attrapa la poignée de la porte, son esprit parcourant une douzaine de plans impossibles. Pouvait-elle tirer en l'air pour effrayer les chevaux? Pouvait-elle se précipiter et attraper le papier avant qu'il ne réalise qu'elle était là? Soudain, une énorme main gantée se plaqua sur sa bouche et un bras lourd s'enroula autour de sa taille, la soulevant du sol. Abigail mordit fort dans la main, son cri étouffé mourant dans sa gorge. Elle donna un coup de pied en arrière, son talon heurtant une cuisse solide et musclée. « Chut, Abby, c'est moi !» Le murmure était bas, vibrant contre son oreille, et instantanément la terreur disparut, remplacée par une vague de chaleur et de soulagement si profonde qu'elle faillit s'effondrer dans ses bras. Caleb. Il la posa, son visage un masque de fureur ombragée. Il ne dit pas un mot. Il lui attrapa simplement le bras et la tira en arrière dans l'obscurité des arbres. Ce n'est que lorsqu'ils furent en sécurité et hors de portée de voix qu'il se tourna vers elle. « À quoi diable pensiez-vous » gronda-t-il, sa voix un tremblement vibrant de rage contenue. « Je me réveille, je trouve mon cheval scellé et ma femme partie au milieu de la nuit alors que Silas Crowe cherche quelqu'un à tuer. Riley a volé l'acte, Caleb, siffla-t-elle en désignant la cabane. Il est là-dedans, sur la table. Si nous ne le récupérons pas, la loi que le Marshal Whitaker apportera n'aura aucune importance. Silas aura le seul papier qui compte. » Caleb regarda la cabane, puis le ciel. Le vent avait tourné. Ce n'était plus un sifflement. C'était un rugissement. Les nuages avalaient la lune, et l'air était devenu épais et lourd de l'odeur de la glace. « Un norther » murmura Caleb, les yeux écarquillés. « Nous avons quelques minutes, Abigail. Quelques minutes avant que tout ce canyon ne soit enseveli sous la neige. L'acte, Caleb. Je me fiche du papier si tu es gelé sur place. » Il attrapa ses rênes, conduisant Rosie vers les arbres. « Nous ne pouvons pas retourner à la maison principale. Pas contre un norther. Nous devons trouver un abri. Mais ils sont juste là. Et ils sont piégés aussi, dit Caleb, la mâchoire serrée. Silas est un homme de la ville. Il va se terrer dans cette cabane et espérer le meilleur.
Mais cette cabane a un toit pourri et aucune isolation. Si nous restons ici, nous mourrons avec eux. Bouge. Ils n'avaient pas de minutes. Ils avaient des secondes. La première vague de la tempête frappa comme un coup physique. Ce n'était pas seulement de la neige. C'était un mur d'aiguilles blanches qui aveuglait les yeux et coupait le souffle. La température chuta de 20 degrés en un clin d'œil. Caleb monta sur Midnight, se penchant pour attraper la main d'Abigail, la hissant derrière lui. Laisse Rosie. Elle trouvera son chemin vers la grange. C'est un cheval de ranch. Reste avec moi. Abigail s'agrippa à sa taille, le visage pressé contre la toile rugueuse de son manteau. Midnight luttait contre le vent, ses puissants muscles se contractant et se tendant alors qu'il grimpait la crête rocheuse derrière la cabane. Le monde disparut. Il n'y avait ni ciel ni terre, seulement le vent hurlant et l'homme dans ses bras. Caleb semblait naviguer à l'instant. Il poussa le cheval plus haut vers les falaises de calcaire qui surplombaient le ruisseau. 2 fois, Midnight trébucha sur le schiste glissant, et 2 fois la force de Caleb les maintint stables. « Là! » cria Caleb par-dessus la tempête. Il dirigea le cheval vers une fissure sombre et déchiquetée dans la falaise. C'était une grotte, une corniche de calcaire peu profonde cachée derrière un écran de broussailles gelées. Ils dérapèrent à l'intérieur, le silence soudain du sol de la grotte les frappant comme une bénédiction. Caleb descendit du cheval et tira Abigail vers le bas. Elle tremblait si violemment qu'elle pouvait à peine tenir debout. Son châle de laine était trempé et gelé, et ses mains étaient bleues. « Midnight, reste !» ordonna Caleb. Le cheval, épuisé et frissonnant, se retira au fond de la grotte. Caleb ne perdit pas de temps. Il rassembla une poignée de guano de chauve-souris secs et quelques vieilles branches de genévrier desséchées qui avaient été soufflées dans l'entrée de la grotte. D'une main tremblante, il craqua une allumette. La flamme vacilla, s'éteignit, puis prit. Une petite lueur orange commença à ronger l'obscurité. « Enlevez ses vêtements mouillés, Abigail, dit-il, sa voix dépouillée de sa colère, remplacée par une urgence calme et mortelle. « Caleb, je... » L'hypothermie se fiche de la pudeur, lança-t-il, enlevant déjà son propre manteau trempé. « Nous avons une couverture sur la selle et notre propre chaleur corporelle. C'est tout. Maintenant bouge. » Abigail obéit. Ses doigts étaient si engourdis qu'elle dut tâtonner avec les boutons de sa robe, ses dents claquant si fort qu'elles lui faisaient mal. Elle se déshabilla jusqu'à sa fine chemise de coton, sa peau pâle et couverte de chair de poule à la lumière du feu. Caleb était déjà en caleçon long, sa silhouette massive paraissant encore plus intimidante dans les ombres vacillantes. Il étendit sa lourde couverture de laine sur un lit d'aiguilles de pince sèche qu'il avait rassemblé d'un coup de pied. « Asseyez-vous. » Abigail s'assit, et Caleb enroula la couverture autour d'eux deux, la tirant contre sa poitrine. Le contact était électrique. Sa peau était comme une fournaise, la chaleur pure qui l'irradiait s'infiltrant dans sa moelle gelée. Elle se pencha en arrière, sa tête se calant sous son menton, tandis que le vent hurlait à l'extérieur de la grotte comme une banshee. Pendant longtemps, aucun des deux ne parla. Les seuls sons étaient le crépitement du petit feu et le battement lourd et rythmique du cœur de Caleb contre l'épaule d'Abigail. Lentement, la sensation revint dans ses orteils. Le frisson se calma pour devenir un bourdonnement bas et constant de conscience. « Vous êtes une idiote, Abigail Rowan, » murmura Caleb dans ses cheveux. Sa voix n'était plus rauque, elle était brute. « Vous auriez pu être tué si Silas vous avait vu. »« Je ne pouvais pas le laisser prendre ça, Caleb, » murmura-t-elle, ses yeux regardant les flammes. « Tout ce pourquoi vous avez travaillé, tout ce que votre père, même s'il était un menteur, il a construit ça, vous avez construit ça, c'était la seule chose que j'avais à vous donner. » Les bras de Caleb se resserrèrent autour d'elle, ses mains, vastes et chaudes, se refermant sur son ventre. Il s'immobilisa un instant, puis il laissa échapper un long soupir rauque. « Je ne vous ai pas choisi parce que vous étiez la seule femme qui restait, Abby. » Abigail s'immobilisa. « Quoi? » La prise de Caleb se resserra comme s'il avait peur qu'elle ne s'éloigne. « Il y a 2 ans, je suis venu en ville pour des provisions. C'était à la mi-mai. Vous étiez assise sur les marches de cette école avec Sarah Miller. Elle pleurait parce qu'elle n'arrivait pas à faire ses additions, et les autres enfants s'étaient moqués d'elle. Abigail se souvenait de ce jour. Sarah avait eu le cœur brisé. Je me tenais de l'autre côté de la rue, derrière la livrée. Et je vous ai regardé, continua Caleb, sa voix basse et rythmée. Je vous ai regardé prendre sa main. Vous n'avez pas crié.
Vous ne lui avez pas dit qu'elle était lente. Vous êtes restée assise là pendant 1 heure dans la chaleur, dessinant des chiffres dans la poussière avec un bâton jusqu'à ce qu'elle sourie. J'ai vu la façon dont vous la regardiez, comme si elle était la personne la plus importante au monde. Le souffle d'Abigail se coupa. Elle n'avait jamais su. Je suis rentré chez moi ce soir-là et j'ai regardé cette maison, dit Caleb. J'ai regardé la pierre et le bois et j'ai réalisé que ce n'était qu'un tas de choses mortes. Je voulais cette lumière ici. Je voulais cet esprit. Mais je suis un homme qui ne sait pas lire un registre et qui ne sait pas comment parler à une dame. Je me suis dit qu'une femme comme vous, instruite, raffinée, belle, ne regarderait jamais un homme qui sentait la vache et la sueur. Il la tourna dans ses bras, la forçant à le regarder dans les yeux. Le gris de l'eau du ruisseau avait disparu, remplacé par une chaleur argentée et ardente. « J'ai attendu, » murmura Caleb. « J'ai attendu de voir le conseil scolaire commencer à se retourner contre vous. J'ai attendu de savoir que vous étiez aussi seul que moi. Cette proposition n'était pas une affaire commerciale, Abigail. C'était la seule chance d'un homme désespéré d'obtenir la seule chose qu'il ait jamais vraiment voulu. Caleb, je vous ai menti, dit-il, son front tombant sur le sien. J'ai dit que je ne voulais pas de romance. J'ai dit que je voulais une partenaire. Mais la vérité, c'est que je suis amoureux de vous depuis le jour où vous avez dessiné ces chiffres dans la poussière. Je ne savais juste pas comment le dire sans avoir l'air d'un imbécile. Abigail sentit une larme couler sur sa joue, mais ce n'était pas à cause du froid. Elle leva la main, ses doigts traçant la ligne dure et burinée de sa mâchoire. « Vous n'êtes pas un imbécile, Caleb Vance. Vous êtes l'homme le plus fort que j'ai jamais connu, et vous êtes le seul homme qui m'ait jamais vraiment vu. » Elle attira sa tête vers le bas, ses lèvres rencontrant les siennes à la lueur du feu. Ce n'était pas un baiser hésitant. C'était une collision d'années de solitude et de semaines de tension accumulées. Il avait le goût de la fumée de bois et du sel, de la survie et de quelque chose de bien plus profond. Dehors, la tempête faisait rage, ensevelissant le monde sous la glace. Mais à l'intérieur de la grotte de calcaire, l'accord froid avait finalement et irrévocablement été consumé. Le monde qui émergea du Norther était un purgatoire cristallin et d'une blancheur aveuglante. Le rugissement du vent avait été remplacé par un silence si profond qu'il semblait lourd, rompu seulement par le craquement sec occasionnel d'une branche d'arbre gelée, se brisant sous le poids de la glace. À l'intérieur de la grotte de calcaire, le feu s'était réduit à un lit de braise rougeoyante. Abigail se réveilla au battement régulier et réconfortant du cœur de Caleb sous son oreille. Pendant un instant, elle s'autorisa à oublier l'acte, l'incendie et l'homme nommé Silas Crow. Elle était simplement une femme tenue par un homme qui l'avait aimée depuis l'ombre pendant 2 ans. Caleb s'agita, ses bras se resserrant autour d'elle. Il déposa un baiser sur le sommet de sa tête, son souffle chaud contre ses cheveux. « La tempête est passée, » murmura-t-il. « Mais la neige est épaisse. Nous devrons avancer lentement. » Ils s'habillèrent dans la pénombre, l'intimité de la nuit précédente flottant entre eux comme un fil d'or. Caleb aida Abigail à lacir ses bottes, ses mains massives étonnamment agiles. Quand ils sortirent de la grotte, le soleil était une pièce de monnaie froide et brillante dans le ciel. Midnight, les talons, soufflait des panaches de vapeur de ses naseaux, impatients de bouger. Ils retournèrent d'abord vers la cabane de ligne. Le cœur d'Abigail se serra quand ils atteignirent le canyon. Le toit pourri que Caleb avait mentionné avait en effet cédé. La cabane n'était qu'un squelette de bois écrasé sous un amoncellement de neige. « Caleb, regarde. » Abigail désigna une parcelle de blanc perturbé. 2 séries de traces, déchiquetées et profondes, s'éloignaient des ruines vers le sud. Silas et Riley avaient survécu, mais ils voyageaient à pied, leurs chevaux probablement perdus ou morts dans l'effondrement. « Ils n'ont pas l'acte, » dit Caleb, ses yeux balayant les débris. Il descendit de cheval et commença à fouiller dans le bois brisé et la glace où se trouvait la table. Après 10 minutes frénétiques, il poussa un rugissement triomphant. Il sortit une sacoche en cuir de la gadoue. À l'intérieur, protégée par le cuir épais, se trouvait la concession territoriale. « Nous l'avons », souffla Abigail, se penchant de la selle pour toucher le parchemin. « Nous avons la vérité. »« Maintenant, il faut juste rentrer à la maison, » dit Caleb, son visage se durcissant. Avant qu'ils ne trouvent un autre moyen de la brûler. Retourner à la maison principale du ranch ressemblait à atteindre un sanctuaire. Marcus et les hommes avaient déblayé la cour et de la fumée s'élevait de manière invitante de la cheminée.
Marcus les accueillit à la barrière, le visage gravé de soulagement. On pensait que vous étiez parti, patron, dit Marcus en prenant les rênes de Midnight. Le Norther était un tueur. On a trouvé un abri, dit Caleb en jetant un regard à Abigail qui fit rougir ses joues. Quelque chose s'est passé pendant notre absence. Un cavalier de la Crète est passé juste avant la neige, dit Marcus, en tendant à Caleb un paquet de courrier. Il a laissé ça pour la patronne. Il a dit que c'était marqué urgent et que ça venait de l'Est. L'expression de Caleb changea, une lueur de l'ancienne insécurité revenant dans ses yeux gris. Il tendit le paquet à Abigail alors qu'ils entraient dans la cuisine. Abigail s'assit à la table, ses mains tremblantes, en voyant le cachet de la poste. Philadelphie. C'était une enveloppe épaisse et coûteuse, le papier à lettres sentant la lavande et l'argent ancien. Elle l'ouvrit et une lourde carte gravée tomba avec une longue lettre frénétique. C'était de Thomas, le commis qui lui avait brisé le cœur 8 ans auparavant. Thomas n'était plus un commis. Il avait hérité de la fortune de son oncle dans le transport maritime. Il écrivait son profond regret, sa folie de jeunesse et son désir de sauver Abigail de la vie sauvage et solitaire qu'il avait entendu dire qu'elle menait dans l'Ouest. Il avait même joint un chèque de banque pour un montant stupéfiant, assez pour payer un wagon de train privé pour la ramener en ville. Abigail lut la lettre, hébétée. Il y a 8 ans, cette lettre aurait été son salut. Maintenant, elle ressemblait à la voix d'un fantôme. Elle leva les yeux et vit Caleb debout près de la fenêtre. Il tenait un morceau de la lettre, le chèque de banque qui avait dérivé vers lui. Il pouvait lire les chiffres maintenant. Il pouvait voir la signature d'un homme de son passé. « Il veut que tu reviennes, » dit Caleb, sa voix plate, dépourvue de la chaleur qu'ils avaient partagée dans la grotte. « C'est un homme riche, Abigail. Il peut te donner la vie pour laquelle tu es né, des robes de soie, des rues pavées, une maison où tu n'as pas à te battre pour ta vie chaque matin. Caleb, écoute-moi. Je suis un homme qui vient d'apprendre que son père était un menteur et que son frère est un diable. » L'interrompit Caleb, le dos tourné. « Je suis un homme qui sait à peine écrire son propre nom. Je t'ai offert la survie parce que je pensais que tu n'avais nulle part où aller. Mais maintenant, si. » Il se retourna et la douleur dans ses yeux était presque insupportable. « Je ne te tiendrai pas à un accord conclu dans le désespoir. Abby, si tu veux aller le rejoindre, je t'emmènerai moi-même à la gare. » Abigail se leva, la lettre de Philadelphie serrée dans sa main. Elle se dirigea vers le poêle en fonte, souleva le couvercle et jeta la lettre, le chèque de banque et l'enveloppe dans les flammes. Elle regarda le papier parfumé à la lavande se transformer en cendre noire. « Je n'ai pas épousé un accord, Caleb, » dit-elle en se tournant vers lui, ses yeux féroces de larmes. « J'ai épousé un homme. Thomas veut me sauver parce qu'il pense que je suis faible. Tu m'as demandé d'être ta partenaire parce que tu savais que j'étais forte. Je ne retourne pas dans une ville qui m'a fait me sentir invisible. Je reste dans la maison que nous avons construite. » Caleb fixa le poêle puis elle. La tension dans sa silhouette massive se brisa. Il traversa la pièce en 2 enjambées, la tirant dans une étreinte écrasante. « J'ai cru que je t'avais perdu, » étouffa-t-il dans son cou. « Tu ne me perdras jamais, » murmura-t-elle. « Mais nous avons une guerre à finir et je pense que je sais où se trouve le reste des preuves. » Le feu dans le poêle rugissait, alimenté par les fantômes du passé d'Abigail. Mais l'air dans la maison du ranch restait tendu. La récupération de l'acte était une victoire, mais la révélation de la parenté de Silas Crowe et du jeu de Thomas Vance avait laissé une pourriture persistante dans les fondations de la mémoire de Caleb. « Mon père n'était pas seulement un joueur, » dit Caleb cette nuit-là, arpentant le bureau. C'était le rêve d'un maître chanteur. S'il a engendré Silas et que Silas le savait, que cachait-il d'autre? Pourquoi a-t-il gardé cette malle fermée jusqu'au jour de sa mort? Abigail était assise au bureau, la fille d'avocat en elle prenant le dessus. Les hommes comme Thomas Vance ne laissent pas seulement un désordre, Caleb. Ils laissent une trace. Ils la laissent parce qu'ils ont peur et ils veulent que quelqu'un trouve la vérité si les choses tournent mal. Elle se leva et entra dans la chambre de Caleb, désignant la lourde malle cerclée de fer au pied de son lit. « Nous avons regardé dans la malle, Caleb, mais nous n'avons pas regardé la malle elle-même. » Caleb fronça les sourcils, mais il s'agenouilla à côté de la malle. C'était un meuble massif en chêne foncé et renforcé de bandes de fer rouillées. Abigail lui tendit une petite lame fine de sa trousse de couture. « Vérifie les coins de la doublure intérieure, » ordonna-t-elle. « Le poids de la malle est faux. Je l'ai remarqué quand tu l'as déplacé dans le bureau. »
Elle est trop lourde pour la profondeur de l'intérieur. Caleb passa ses doigts le long de la base de la malle. Il pressa, tâta, et finalement, près de la charnière arrière, il sentit un léger clic mécanique. Un double fond d'à peine 5 cm de profondeur apparut. À l'intérieur se trouvait un petit carnet de bord relié en cuir et une série de lettres attachées avec un ruban noir. Abigail ouvrit le carnet de bord. Ses yeux parcoururent les pages, son souffle se coupant. Ce n'était pas un registre de bétail ou de céréales. C'était un journal de peur. Caleb, regarde les dates, murmura-t-elle. Les entrées commençaient il y a 20 ans, peu après que Thomas Vance ait gagné la sélection, et contre le père de Silas, Edward Crowe. 12 mai 1858. Edward est venu à la maison ce soir. Il était ivre et hurlait à propos de la partie de cartes. Il a dit qu'il récupérerait la terre ou qu'il aurait ma peau. Il ne savait pas que j'avais vu la supplémentaire dans sa manche. Je l'ai laissé penser que j'avais triché pour ne pas avoir à le tuer devant le garçon. Le visage de Caleb devint pâle. Mon père savait qu'Edward Crowe avait triché. Il a pris la terre comme une pénalité, pas seulement une victoire. Continue de lire, dit Abigail, son doigt tremblant alors qu'elle désignait les dernières entrées datées de quelques jours seulement avant la mort de Thomas Vance, il y a 7 ans. 14 septembre 1865. Silas a hérité de la haine de son père. Il est venu au ruisseau aujourd'hui. Il ne voulait pas la terre. Il voulait que je signe une confession disant que j'avais volé le ranch à sa mère. Il a menacé Caleb. Il a dit que si je ne signais pas, Caleb ne reviendrait jamais de la transhumance d'hiver. Je le rencontre ce soir à North Bend pour en finir. Mon père n'est pas tombé de cheval, dit Caleb, sa voix un son fantomatique. Il est allé rencontrer Silas pour me protéger. La dernière entrée n'était pas dans le carnet de bord. C'était un bout de papier séparé, caché tout au fond. C'était un rapport médical caché pendant toutes ces années. Thomas Vance n'était pas mort d'une fracture du cou suite à une chute. Il avait une petite ecchymose circulaire à la base du crâne, le genre de marque faite par une canne lestée, le genre de canne que portait Silas Crowe. Silas l'a assassiné, dit Abigail, l'horreur de la situation s'installant dans la pièce. L'accident était une mise en scène. Le conflit de voisinage, les relevés falsifiés, la dette. Tout cela était un moyen pour Silas de prendre ce qu'il ne pouvait pas gagner et de couvrir le fait qu'il avait tué le rival de son propre père. Caleb se leva, son visage non plus rempli de douleur, mais d'une clarté froide et mortelle. Il ressemblait aux montagnes à l'extérieur, dur, immuable et dangereux. « Ce n'est pas mon frère, dit Caleb, sa voix comme une pierre qui grince. C'est l'homme qui a tué mon père et il revient pour cette maison. » « Il le doit, dit Abigail en se tenant à ses côtés. Nous avons l'acte, nous avons ce carnet de bord. Tant que nous serons en vie, sa revendication est un mensonge et son secret est un nœud coulant. Il n'attendra pas la loi, Caleb. Il viendra avec tout ce qu'il a. Caleb attrapa sa ceinture d'armes, la boucle en bas sur ses hanches. Il regarda Abigail et pendant un instant, le cow-boy massif disparut, remplacé par l'homme qui avait trouvé son foyer. « Je veux que tu restes dans la cave, Abby. Quand ils viendront. »« Non, dit Abigail, le menton levé. Je t'ai dit que j'étais la partenaire. Je sais où se situe la loi et je sais tenir un fusil. Nous ne nous cachons pas, Caleb. Nous en finissons. » Caleb la regarda, l'institutrice de la crête, et vit la guerrière qu'elle était devenue. Il se pencha, pressant son front contre le sien. « Alors, on va leur en faire voir de toutes les couleurs. » L'air qui suivit le Grand Norther était d'un calme trompeur, un silence cassant qui semblait attendre le premier coup de fusil pour le briser. Caleb et Abigail ne passèrent pas la matinée à célébrer leur survie. Ils la passèrent à préparer des funérailles, celles de Silas Crowe ou les leurs. « Il ne viendra pas par la route, dit Caleb, étalant les cartes dessinées à la main du ranch sur la table de la cuisine. Il pointa un doigt cicatrisé vers la ligne de crête. La neige est trop épaisse pour une voiture là-haut, et il est trop fier pour marcher. Il viendra du sud, à travers les bois, là où le vent a dégagé les congères. » Abigail se tenait à ses côtés, ses yeux traçant les contours de la terre qu'elle avait appris à connaître à travers les registres et les longues chevauchées de l'après-midi. Elle regarda la zone connue sous le nom de la gorge du diable, une étendue traîtresse de plaines alcalines et de dolines cachées près du méandre du ruisseau. En été, c'était un désert poussiéreux. En hiver, après un dégel et un gel soudain,
Cela devenait un bourbier de boue sans fond caché sous une fine et traîtresse croûte de glace. Combien d'hommes a-t-il, Caleb? Demanda-t-elle. Riley et au moins 4 autres qu'il gardait à son camp de ligne. Des professionnels, très probablement. Des hommes qui ne se soucient pas du nom d'un homme, seulement de son or. La prise de Caleb sur sa Winchester se resserra. Contre moi, Marcus, et les 3 employés qui n'ont pas fui. Les chances ne sont pas en notre faveur. Alors nous ne les combattons pas sur le porche, dit Abigail, un plan froid et précis se formant dans son esprit. Nous les combattons dans la gorge. Tu m'as dit une fois que le bétail évite ce méandre parce que le sol avale tout ce qui est plus lourd qu'un coyote. Si nous pouvons les attirer là, leurs chevaux seront inutiles et leur nombre n'importera pas. Caleb regarda la carte, puis sa femme. C'est à 1 mile de la maison, Abby. Comment les y amener sans nous faire prendre? En donnant à Silas exactement ce qu'il veut, murmura-t-elle. Moi. Le soleil était une tache orange mourante à l'horizon quand la première ombre bougea contre l'étendue blanche du bois du sud. Silas Crow ne cacha pas son approche. Il voulait que le ranch des Vance voie son destin arriver. Il chevauchait à la tête de 5 hommes, son manteau anthracite se détachant sur la neige, sa canne lestée d'argent attachée à sa selle comme un sceptre. Caleb se tenait seul sur le porche, son fusil posé contre la balustrade. Abigail n'était nulle part en vue. Vance. La voix de Silas te traversa l'air glacial, fine et aiguë. Le marshal ne sera pas là avant demain. D'ici là, ce ranch aura un nouveau maître. Et tu seras enterré dans la terre que tu as tant aimée. Tu as tué mon père. Silas, répliqua Caleb, sa voix aussi stable que les montagnes. J'ai trouvé le carnet de bord. Je sais pour North Bend. Je sais pour la canne. Ça s'immobilisa. Le masque poli de l'aristocrate glissa, révélant la haine brute et déchiquetée en dessous. Alors tu sais pourquoi je dois en finir. Homme, brûlez la grange d'abord. Je veux qu'il regarde son royaume se transformer en Sundetin avant de lui prendre la tête. Les mercenaires éperonnèrent leurs chevaux, les torches déjà allumées. Mais alors qu'ils approchèrent de la cour, un seul sifflement aigu résonna depuis la crête. Abigail apparut sur Rosie, se découpant sur la lune montante. Elle brandit la sacoche en cuir, celle contenant l'acte original. « C'est ça que tu cherches, Silas » cria-t-elle. « La vérité que tu n'as pas pu brûler. » Silas rugit de fureur. « Attrapez-la, attrapez cette femme et ce papier. » Les mercenaires, voyant une cible facile et un prix de valeur, détournèrent leurs chevaux de la maison fortifiée et se dirigèrent vers la crête. Abigail n'attendit pas. Elle tourna Rosie et galopa vers le ruisseau, son cœur battant un rythme frénétique. Elle les mena droit vers la gorge du diable. La neige semblait solide, une couverture blanche immaculée. Mais alors qu'Abigail atteignait le bord, elle dirigea Rosie sur une étroite épine de calcaire, le seul passage sûr à travers les plaines. Les hommes derrière elle, aveuglés par la cupidité et l'éblouissement du clair de lune sur la neige, chevauchèrent droit sur la croûte alcaline. Le premier cheval tomba avec un bruit sourd et humide. La glace se brisa et l'animal plongea jusqu'à la poitrine dans la boue glacée et sulfureuse. Le deuxième et le troisième suivirent, leurs cavaliers hurlant alors que le sol disparaissait littéralement sous eux. « C'est un bourbier !» cria l'un des hommes, luttant pour libérer ses bottes des étriers alors que son cheval se débattait dans la fange. Des rochers au-dessus, Caleb et Marcus apparurent. Ils ne tirèrent pas sur les hommes, elles les tirèrent en l'air, le rapport tonitruant effrayant les chevaux restants et semant la panique dans tout le groupe. Dans le chaos, les mercenaires étaient piégés par la terre même qu'ils cherchaient à conquérir. Seul Silas, sentant le piège à la dernière seconde, avait retenu son cheval. Il se tenait sur le sol ferme au bord des plaines, son visage un masque de rage contorsionné. Il vit Abigail sur la crête de calcaire et sortit un lourd revolver plaqué argent. « Tu as tout gâché !» hurla-t-il. Il tira. La balle siffla près de l'oreille d'Abigail, coupant une mèche de ses cheveux. Elle ne s'y a pas. Elle sortit son Derringer en ivoire, mais avant qu'elle ne puisse tirer, une ombre se profila au-dessus de Silas. Caleb avait dévalé la pente abrupte sur Midnight avec une témérité qui défiait de la gravité. Il percuta le cheval de Silas, faisant basculer le plus petit animal. Les 2 hommes heurtèrent le sol gelé, roulant dans la neige. Silas se précipita pour attraper sa canne, l'arme lestée qu'il avait utilisée pour assassiner Thomas Vance. Il la balança avec une force désespérée et mortelle,
la tête en argent sifflant dans l'air. Caleb esquiva, le métal l'attrapant à l'épaule, mais il ne s'arrêta pas. Il plaqua Silas dans la boue au bord de la gorge. « Mon père était un vieil homme qui voulait la paix, » grogna Caleb, ses mains trouvant la gorge de Silas. « Ton père était un voleur, » siffla Silas en griffant les yeux de Caleb. Caleb baissa les yeux sur l'homme qui partageait son sang, mais rien de son âme. Il vit la lâcheté, la cupidité et la pourriture qui avaient alimenté une guerre de 20 ans. Avec un rugissement de chagrin et de fureur primale, Caleb souleva Silas et le jeta vers la boue qui s'enfonçait. Silas heurta la fange. Il se débattit, son costume coûteux trempant dans la boue noire, sa canne lestée disparaissant de vue. « Caleb, aide-moi » cria Silas, le sang-froid de l'aristocrate finalement brisé en un gémissement d'enfant terrifié. Caleb se tenait sur la rive ferme, la poitrine haletante, son fusil tenu lâchement à ses côtés. Abigail descendit de la crête, s'arrêtant à côté de lui. Elle se pencha et prit sa main. Caleb regarda Silas, puis l'acte sur les genoux d'Abigail. Il regarda la maison au loin où les lumières commençaient enfin à s'allumer aux fenêtres. « La loi décidera de votre sort, Silas, » dit Caleb, sa voix froide et finale, « si la boue ne vous emporte pas avant. » L'audience ne fut qu'une simple formalité. Le Marshal Whittaker arriva à l'aube avec une escouade de députés, tirant Silas et ses hommes piégés du bourbier comme des rats à moitié gelés. Avec l'acte original, le carnet de bord de Thomas Vance et le rapport médical en main, le juge territorial n'eut même pas besoin d'1 heure pour rendre un verdict. Silas Crowe fut dépouillé de ses revendications et envoyé à la prison territoriale pour y attendre son procès pour le meurtre de Thomas Vance. La paix, longtemps attendue et durement gagnée, s'installa enfin sur le ranch des Vance. Les trous de balles dans le porche furent réparés. Les clôtures carbonisées du pâturage nord furent reconstruites avec du cèdre plus solide. Mais le changement le plus significatif ne concernait pas la terre. Il concernait la maison. 6 mois plus tard, le ranch des Vance avait un aspect différent. Il y avait des rideaux aux fenêtres, du Vichy bleu qui captait la lumière du matin. On entendait le bruit d'un marteau frappant des clous près de la route principale, où Caleb terminait le toit d'un petit bâtiment robuste. Abigail sortit sur le porche, un plateau de limonade à la main. Elle se déplaçait avec une nouvelle grâce prudente, sa main reposant instinctivement sur la courbe légère mais indubitable de son ventre. Caleb leva les yeux de son travail, un large sourire illuminant son visage buriné, un visage qui paraissait 10 ans plus jeune depuis qu'il avait appris à lire les marques sur le papier et l'amour dans les yeux de sa femme. Il essuya la sueur de son front et se dirigea vers elle, ses lourdes bottes produisant un battement rythmique et réconfortant sur l'herbe nouvelle. « L'école est presque terminée, Abby, » dit-il en lui prenant un verre. « Les pupitres sont arrivés de Denver hier. Le Marshal Whittaker dit qu'il a 12 enfants des ranchs voisins prêts à commencer en septembre. J'ai hâte de les voir, Caleb, dit-elle en se penchant contre lui, bien que je soupçonne que je serai un peu occupé d'ici là. » Le bras de Caleb l'entoura, sa vaste main couvrant la sienne sur son ventre. Il s'immobilisa, un regard de profonde et humble admiration traversant son visage alors qu'il sentait le petit coup de pied rythmique de son enfant. « Il a un bon coup de pied, » murmura Caleb. « Des jambes d'éleveur. » Ou l'esprit agité d'un enseignant, le taquina Abigail. Caleb la tourna pour lui faire face, ses yeux gris autrefois froids, comme l'eau d'un ruisseau brillant maintenant d'une chaleur profonde et permanente. Il la regarda, la femme qui était entrée dans sa vie, alors qu'il était un homme se noyant dans une dette qu'il ne pouvait pas lire, et vit son monde entier. « Tu m'as sauvé, Abigail, dit-il, la voix épaisse d'émotion. J'ai demandé une épouse parce que je voulais un bouclier. Je ne savais pas que je demandais une âme. Et j'ai demandé un foyer parce que je voulais me cacher, répondit-elle en levant la main pour tracer la ligne de sa mâchoire. Je ne savais pas que je demandais une vie. Ils regardèrent par-dessus la crête, où les hautes plaines ondulaient sans fin vers les sommets pourpres des Rocheuses. La terre était belle, brutale et indifférente. Mais elle était à eux. Ce n'était plus un champ de bataille. C'était un héritage. « J'ai besoin d'une épouse », murmura Caleb, faisant écho aux mots qu'il avait prononcés dans l'école poussiéreuse tous ces mois auparavant. Abigail sourit, attirant sa tête vers le bas pour un baiser qui avait le goût de la pluie d'été et de nouveaux commencements. « Et j'ai besoin d'un foyer », murmura-t-elle contre ses lèvres, alors que le soleil se couchait sur Miller's Creek,
projetant de longues ombres dorées sur la vallée, le cow-boy massif et l'institutrice retournèrent ensemble dans la maison. L'accord était conclu, les contrats étaient brûlés, et à leur place se trouvait quelque chose qui survivrait à la pierre, au bois et aux montagnes elles-mêmes. Ils étaient enfin irrévocablement chez eux. Sur cette chaîne, nous racontons des histoires de cow-boys, d'amour à la frontière, de liens familiaux, de compassion humaine et de la force tranquille qui relie les gens dans les moments les plus difficiles. Alors que la poussière retombe sur le ranch des Vance et que les longues ombres du conflit s'estompent dans la lueur tranquille d'une paix durement gagnée, ce qui reste n'est pas seulement la fin d'une bataille, mais le début de la compréhension. Cette histoire ne parle pas seulement de terre ou de survie, ni même d'amour. Elle parle du courage tranquille et obstiné qu'il faut pour rester debout quand tout s'effondre autour de soi. Elle parle de deux personnes, l'une qui se sentait invisible et l'autre qui se sentait incomplète, trouvant l'une en l'autre non seulement un abri, mais un but. Abigail est venue dans l'Ouest en croyant qu'elle n'avait plus rien à perdre, pour découvrir que ce qui lui manquait vraiment n'était pas l'opportunité, mais la reconnaissance. Quelqu'un qui pouvait voir sa force quand le monde choisissait de ne pas le faire. Caleb, d'un autre côté, croyait que la force se mesurait à l'endurance, au silence, à la capacité de porter des fardeaux seuls. Mais la vie a une façon de nous apprendre que, peu importe notre force, nous ne sommes pas faits pour rester seuls pour toujours. Le sens de cette histoire réside dans cette intersection où la fierté rencontre la vulnérabilité, où la survie devient connexion, et où la nécessité se transforme lentement en quelque chose de bien plus profond. Ce qui a commencé comme un accord froid, un arrangement fondé sur le pragmatisme et la peur, a évolué en un partenariat ancré dans la confiance, le respect et finalement l'amour. Et c'est dans cette transformation que réside le véritable cœur de cette histoire. Il y a aussi une leçon puissante dans la façon dont la vérité se révèle. Le passé, aussi profondément enfoui soit-il, ne disparaît pas. Il attend, il façonne le présent de manière invisible jusqu'à ce que quelqu'un ait le courage de l'affronter. Le parcours de Caleb n'était pas seulement de défendre sa terre. Il s'agissait de redéfinir qui il était au-delà des erreurs de son père. Et le rôle d'Abigail n'était pas simplement de le soutenir, mais d'éclairer la vérité qui lui a permis de se réapproprier son identité. On nous rappelle que la famille n'est pas définie uniquement par le sang. Le sang peut trahir, tromper et détruire. Mais la loyauté, le sacrifice et la lutte partagée, voilà les choses qui lient vraiment les gens. En fin de compte, Caleb n'a pas gagné à cause de l'héritage ou de la force seule. Il a gagné parce qu'il a choisi l'intégrité plutôt que la vengeance et parce qu'il a permis à quelqu'un d'autre de se tenir à ses côtés dans le combat. Une autre vérité que cette histoire offre concerne la nature du foyer. Un foyer ne se construit pas avec du bois ou de la pierre. Il n'est pas sécurisé par la richesse ou le pouvoir. Un foyer se construit par la confiance, par les épreuves partagées, par les moments tranquilles où deux personnes se choisissent encore et encore, même lorsque le monde leur donne toutes les raisons de ne pas le faire. Abigail pensait avoir besoin d'un endroit où appartenir. Caleb pensait avoir besoin d'aide pour survivre. Ce qu'ils ont trouvé à la place, c'est quelque chose qu'aucun d'eux n'attendait, une vie qui valait la peine d'être protégée ensemble. Et peut-être que la leçon la plus durable est la suivante. La force n'est pas toujours bruyante. Elle ne se trouve pas toujours chez l'homme qui part au combat avec un fusil à la main. Parfois, elle se trouve chez la femme qui refuse de reculer, qui utilise son esprit au lieu de la force, qui se tient dans le feu et choisit de se battre à sa manière. La vraie force, c'est la capacité de s'adapter, de faire confiance et de continuer à avancer même lorsque la peur, le doute et la douleur tentent de vous retenir. Ainsi, alors que cette histoire touche à sa fin, elle nous laisse avec quelque chose de bien plus précieux qu'une résolution. Elle nous laisse avec une réflexion. Elle nous demande de considérer ce pourquoi nous nous battrions, aux côtés de qui nous nous tiendrions, et si nous avons le courage d'affronter les vérités que nous nous efforçons tant d'éviter. Parce qu'en fin de compte, la vie, tout comme le Far West, est impitoyable. Elle vous mettra à l'épreuve. Elle vous mettra à nu. Mais si vous avez la chance de trouver quelqu'un qui se tienne avec vous dans cette tempête, quelqu'un qui vous voit non pas comme vous paraissez, mais comme vous êtes vraiment, alors vous avez déjà trouvé quelque chose de plus grand que la survie. Vous avez trouvé une raison de rester. Cette œuvre littéraire est purement fictive.
Toute ressemblance avec des personnes ou des événements réels est fortuite et découle uniquement de la nature de la narration. L'auteur ne prétend pas à l'exactitude des détails du monde réel et n'a pas l'intention de dépeindre des circonstances de la vie réelle.